La station de convergence flottait dans l'espace comme un joyau, massive et scintillante de mille feux. Des vaisseaux venus des quatre coins de la galaxie s'amarraient à ses ports, chacun plus impressionnant que le précédent. Des vaisseaux de cristal qui captaient la lumière des étoiles et se transformaient en arc-en-ciel. Des vaisseaux vivants qui pulsaient de bioluminescence. Des constructions énergétiques qui ressemblaient à de la foudre en bouteille ayant pris forme. Puis vint le vaisseau humain. Le Persévérance ne ressemblait en rien aux autres. Son hall était en métal gris, marqué par les intempéries et d'une fonctionnalité rudimentaire. Il se déplaçait grâce à des propulseurs chimiques qui laissaient de faibles traînées de fumée. Là où les autres vaisseaux vibraient au rythme de leurs champs antigravité, le vaisseau humain avançait simplement par la force brute. C'était une boîte au moteur aussi laide que fonctionnelle. Sur la plateforme d'observation de la station de convergence, l'ambassadeur Talrex de l'Empire Cray regardait le vaisseau humain s'approcher. Ses quatre yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en amusement. L'implant traducteur dans son crâne capta ses pensées et les diffusa aux autres délégués présents. « Est-ce vraiment leur vaisseau de guerre ?» demanda-t-il d'une voix grave, typique de son espèce. « On dirait un cargo. » L'ambassadrice Vexel du consensus Vexari scruta le vaisseau qui approchait de ses yeux composés. Sa peau argentée ondula, peut-être sous l'effet d'un rire. Mes capteurs indiquent qu'il utilise des moteurs à combustion. Combustion. Mes ancêtres ont abandonné une telle technologie il y a 5000 ans. Peut-être nous montrent-ils leurs pièces de musée, suggéra le doyen Zéphron, sa forme antique flottant dans un champ de confinement. Assurément, aucune espèce n'apporterait un engin aussi primitif à une réunion diplomatique. À bord du Persévérance, la commandante Sarah Chen se tenait sur la passerelle, les mains jointes dans le dos. La quarantaine, elle avait les cheveux noirs courts et un regard perçant qui ne laissait rien passer. Autour d'elle, l'équipage s'affairait à ses postes avec une efficacité silencieuse. « Madame, nous captons pas mal de conversations sur les canaux diplomatiques », annonça le lieutenant Park depuis le poste de communication. « Il parle de nous. »« Je m'en doute, » répondit Chen. Sa voix était calme, mais une fermeté sous-jacente laissait transparaître une certaine détermination. Quel est le ton général? De la moquerie, et surtout une certaine confusion. Un des représentants de Krail vient de nous traiter d'adorables primitifs. La mâchoire de Chen se crispa légèrement, mais son expression demeura neutre. Bien noté. Poursuivez la surveillance et garez-vous. Oui, madame. Veillez à ce que chaque mot soit enregistré et traduit. Je souhaite que l'ambassadeur Williams dispose d'un compte rendu complet de cet accueil chaleureux. Le Persévérance accosta sans incident au port désigné. Le sas se referma et l'ambassadeur Daniel Williams descendit à bord de la station Convergence, flanqué de deux marines en grande tenue. Williams était un homme de grande taille, aux cheveux gris et au sourire diplomatique convenu, mais son regard était froid lorsqu'il observa les délégués réunis. La salle de réception était immense, conçue pour accueillir des espèces de toute taille et aux exigences atmosphériques variées. Des champs de force séparaient les différentes zones environnementales. Les extraterrestres rassemblés se comptaient par centaines, représentant 47 civilisations différentes. « Bienvenue, humains », dit l'ancien Zéphron en s'avançant. Sa voix, éraillée par l'âge, était néanmoins empreinte d'autorité. « Nous sommes ravis de votre présence pour cet événement historique. Aujourd'hui, l'humanité demande son admission au sein du collectif galactique. »« Merci, aîné, » dit William en s'inclinant légèrement. « C'est un honneur pour nous d'être ici. Nous devons toutefois avouer une certaine surprise quant à votre choix de vaisseau, déclara l'ambassadeur Talresh en s'avançant. Il dominait William de toute sa hauteur, son armure de carapuce luisante. Le Persévérance est plutôt rustique. L'humanité serait-elle dépourvue de la technologie nécessaire à un blindage adéquat? Nous avons remarqué que votre vaisseau n'en possède aucun. Nos philosophies de conception diffèrent, répondit William d'un ton suave. Nos vaisseaux sont construits selon nos propres spécifications.
bien sûr, répliqua Tal d'une voix faussement compatissante. Ne soyez pas gênés. De nombreuses espèces plus jeunes peinent à maîtriser les technologies avancées. L'Empire Krita serait ravi de partager son savoir, moyennant finance bien entendu. L'ambassadrice Vexel s'approcha en glissant, ses mouvements insectoïdes et précis. J'ai analysé la puissance de votre vaisseau. Vous utilisez des réacteurs à fission? Oui, quelle désuétude. Les Vexari ont abandonné cette technologie dangereuse il y a des millénaires. L'énergie du point zéro est bien plus efficace et sûre. Nous apprécions votre sollicitude, dit William, son sourire immuable. Cependant, nos réacteurs répondent parfaitement à nos besoins. Mais vous servent-ils en toute sécurité? Demanda un autre délégué, un être cristallin dont Williams ne parvenait pas à se souvenir du nom. Nous avons détecté un blindage anti-radiation à bord de votre vaisseau. Votre propre vaisseau est dangereux pour son équipage. Des murmures parcoururent l'assemblée extraterrestre. William sentait le jugement, la condescendance. Il considérait l'humanité comme de riches nobles, pourraient considérer un paysan arrivé à leur table par hasard, beauté pleine de boue. Vos systèmes d'armement sont tout aussi inquiétants, poursuivit Tal, s'animant peu à peu. Projectiles cinétiques, canons à plasma, ce sont des pièces de musée. Même nos plus anciens boucliers défensifs peuvent dévier de telles attaques primitives. Vous avez vraiment amené un navire de guerre armé de ce qui revient à lancer des pierres très rapidement? Des rires résonnèrent dans le hall. Ce n'était pas cruel à proprement parler. C'était le rire de ceux qui trouvaient la situation étonnamment amusante, comme regarder un enfant jouer aux soldats. Le sourire de Williams finit par s'effacer. Ambassadeur Talrex, je vous rappelle que l'humanité a survécu et prospéré pendant des millénaires grâce à ces technologies primitives. Elles nous ont été d'un grand secours. Survécu contre qui? Demanda Tal en écartant les avant-bras. Contre vous-même. Nous connaissons votre histoire, ambassadeur Williams. L'humanité a passé la majeure partie de son existence à se combattre elle-même. Guerre civile, guerre mondiale, conflits interminables pour les ressources et l'idéologie. Vous n'avez conquis les étoiles que récemment, et vous y avez apporté votre nature violente. Chaque espèce a un passé difficile, commença Williams. Pas comme le vôtre, rétorqua Vexil. La plupart des espèces parviennent à la paix avant de conquérir l'espace. Vous avez conquis l'espace, puis vous l'avez immédiatement militarisé. Votre orbite est encombrée de plateformes d'armement. Votre lune abrite des installations militaires. Même ce vaisseau, venu pour une mission diplomatique, est un navire de guerre et non un vaisseau diplomatique. Qu'est-ce que cela révèle de l'humanité? William s'ouvrit la bouche pour répondre, mais Tal poursuivit. Cela signifie que vous ne comprenez pas la galaxie dans laquelle vous êtes entré. Nous vivons en paix depuis plus de 1000 ans. Le collectif maintient l'ordre par la coopération et l'intérêt mutuel. La guerre est un vestige des temps primitifs. Les espèces incapables de dépasser de tels instincts primaires n'ont pas leur place parmi nous. La main de l'ambassadeur bougea légèrement, effleurant le dispositif de communication à son poignet. À bord du Persévérance, le commandant Chen reçut le signal. Son équipage leva les yeux de leur poste, attendant des ordres. Chen observait la retransmission diplomatique sur son écran, y voyant le mépris sur les visages extraterrestres. Elle avait déjà vu ce regard durant ses années de service militaire. C'était le regard de quelqu'un qui se croyait supérieur, qui n'avait jamais été véritablement mis à l'épreuve. « Du calme », dit-elle à son équipe d'une voix douce. « Voyons comment cela se déroule. » La séance officielle du Conseil commença 2 heures après la réception. La salle, circulaire, était dotée de plateformes flottantes, disposées en forme de larmes qui s'élevaient vers un plafond en dôme, laissant entrevoir les étoiles. Chaque délégation disposait de sa propre plateforme, adaptée à ses besoins spécifiques. Les humains se tenaient sur une simple plateforme métallique près du niveau inférieur, une position qui soulignait clairement la hiérarchie. La voix de l'ancien Zéphron résonna dans la salle.
Nous sommes réunis pour entendre la requête de l'humanité visant à intégrer le collectif galactique. Ambassadeur Williams, vous pouvez présenter votre dossier. Williams s'avança, le dos droit et assuré malgré sa position précaire. Honorable délégué, l'humanité se présente devant vous aujourd'hui, non pas pour la charité, mais pour un véritable partenariat. Nous mettons à votre service notre ingéniosité, notre détermination et notre perspective unique, forgée par une histoire difficile. Nous avons surmonté de grands défis sur notre planète. Nous avons appris à collaborer malgré nos différences. Nous avons développé des technologies adaptées à nos besoins et à notre environnement. Nous avons beaucoup à apprendre de vous, mais nous croyons aussi avoir beaucoup à vous apporter. Il poursuivit son discours pendant 15 minutes, retraçant les réalisations de l'humanité, ses contributions scientifiques, sa richesse culturelle. Il évoqua l'exploration de son propre système solaire, le développement de colonies durables, les progrès de la médecine et de l'agriculture. À la fin de son intervention, un silence s'installa dans la salle. Puis il monta sur son estrade, sa silhouette massive projetant son ombre sur les gradins inférieurs. Un beau discours, dit-il, mais les mots ne suffisent pas. Le collectif exige une preuve de compétence. Nous devons nous assurer que les nouveaux membres puissent contribuer à notre défense commune et maintenir les normes que nous avons établies au fil des millénaires. Nous comprenons, répondit William. Nos spécifications techniques et nos évaluations de capacité ont été soumises à l'examen. Oui, nous les avons examinées, répondit Bexil d'une voix cristalline. Elles sont préoccupantes. Vos vaisseaux sont insuffisamment blindés. Vos armes sont obsolètes. Votre vaisseau le plus rapide mettrait des semaines à parcourir des distances que nos navires couvrent un temps quelques jours. Ce ne sont pas les capacités d'une espèce prête pour la vie collective. Un autre délégué, un être d'énergie pure contenu dans un champ magnétique, prit la parole. L'humanité serait peut-être mieux servie sous un protectorat. Les Aurites Vixari pourraient assurer sa protection pendant que l'humanité développe une technologie plus appropriée. L'humanité ne cherche pas de protection, déclara fermement Williams. Nous cherchons à être reconnus comme égaux. Le rire de Palrix résonna dans la salle. Égaux, ambassadeur, je vous prie. Que votre vaisseau est une relique. Je pourrais le détruire avec un seul destroyer de notre flotte. Comment pouvez-vous parler d'égalité quand vous êtes incapable de vous défendre? Nous nous sommes toujours défendus avec succès, tout au long de notre histoire, répliqua Williams d'un ton plus sec. Contre vous-même. Oui, dit-il d'un ton méprisant, mais vous n'avez jamais affronté une véritable puissance militaire. La flotte combinée de votre planète entière ne ferait pas le poids face à un simple groupe de combat. Ce sont des affirmations audacieuses, dit William. Vraiment? Alors prouvez-moi le contraire. Tal désigna l'écran affichant les navires amarrés. Faites une démonstration, un simple exercice de combat. Votre ténacité face à l'un de nos destroyers. Un engagement non létal, bien sûr, juste de quoi démontrer que vous êtes capable d'opérer à notre niveau. Des murmures parcoururent la salle. Certains délégués semblaient mal à l'aise face à cette proposition, mais beaucoup d'autres y acquiescèrent. L'ancien Zéphron leva la main. C'est tout à fait inhabituel, ambassadeur Talrex. Vraiment? Nous avons déjà exigé des démonstrations de capacité. Les Ixars ont fait la démonstration de leur technologie médicale. Les Prenex ont démontré leur capacité de terraformation. Pourquoi les capacités militaires seraient-elles différentes? Surtout quand l'humanité se présente à nous à bord d'un vaisseau de guerre. C'est plus un défi qu'un test, a déclaré William avec prudence. Appelez ça comme vous voulez, a-t-il dit. Mais si l'humanité est incapable de démontrer des capacités défensives et offensives élémentaires, comment pouvons-nous lui faire confiance pour assumer ses responsabilités en tant que membre de la collectivité? Que se passera-t-il en cas de crise, lorsque nous devrons compter sur les vaisseaux humains pour maintenir l'ordre? Williams toucha son communicateur de poignet. « J'ai besoin d'un instant pour consulter mon commandant militaire. »« Bien sûr, » répondit-il d'un ton magnanime. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Le commandant Chen avait suivi toute la conversation.
Elle ne fut pas surprise lorsque la demande de communication privée de Williams arriva. « Commandant, j'ai besoin de votre évaluation », dit Williams d'une voix calme. « Pouvons-nous affronter un destroyer Cray dans un véritable combat ?»« Absolument », répondit Chen sans hésiter. « Mais monsieur, je ne suis pas sûr que ce soit votre question. Vous voulez savoir si nous pouvons le faire sans provoquer d'incidents interstellaires ?»« Exactement. Si nous refusons, nous perdrons la face et probablement notre candidature. Si nous acceptons et l'emportons haut la main, on pourrait nous percevoir comme agressifs. Si nous perdons, nous ne perdrons pas, monsieur, dit Chen. Mais je comprends le problème, vous avez besoin. Que je fasse bonne impression sans être menaçante. Pouvez-vous y parvenir? Chen resta silencieuse un instant, pensive. Son équipe la regardait, dans l'attente. Finalement, elle sourit, mais son sourire n'avait rien d'agréable. « Monsieur, je peux faire mieux. Je peux leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Mais il me faudra votre confiance. » Williams hésita. Il avait déjà travaillé avec des commandants militaires et connaissait ce ton. C'était celui de quelqu'un qui avait un plan sans doute brillant, mais assurément risqué. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda-t-il. « Je préfère ne pas le dire publiquement, même par voie cryptée, » répondit Chen. « Mais je vous le promets, personne ne mourra. Aucun vaisseau ne sera détruit. Et quand j'aurai terminé, chaque délégué dans cette salle comprendra exactement ce que l'humanité a à offrir. » Williams regarda l'écran où figurait le visage suffisant de Thor Rex. Puis il reporta son attention sur son reflet dans l'écran. Il repensa à toute cette condescendance, toutes ces moqueries, tous ces rires méprisants. Il réfléchit au choix qui s'offrait à lui, céder et leur donner raison sur la faiblesse de l'humanité, ou se battre et tout risquer. « Fais-le, » se dit-il. « Mais commandant, souvenez-vous que nous sommes venus ici pour la paix. Quoi que vous fassiez, gardez cela à l'esprit. »« Toujours, monsieur, » dit Chen. « Toujours. » Williams coupa la communication et se retourna vers le conseil. Tal discutait avec d'autres délégués, son langage corporel confiant et détendu. Il s'attendait manifestement à ce que les humains refusent ou acceptent au prix d'une humiliation. « Ambassadeur Talrex, » dit William, sa voix résonnant dans toute la salle. « L'humanité relève votre défi. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Trix se retourna, le front légèrement écarté. Il s'attendait à de l'hésitation, voire à un refus. L'acceptation était inattendue. « Excellent, » dit-il, reprenant rapidement ses esprits. « Nous allons organiser l'engagement. Armes non létales uniquement, bien entendu. Le premier vaisseau mis hors de combat est déclaré perdant. »« D'accord, d'accord, » dit William. « Mais je me dois de vous prévenir. »« Me prévenir ?» Talrich. « De quoi ? » ?»« Que vos armes primitives pourraient abîmer ma peinture. » William esquissa un sourire. « Non, je voulais vous prévenir que le commandant Chen est très fier de son travail. Elle n'aime pas perdre. »« Moi non plus, ambassadeur, » répondit Talrich. « Moi non plus. » Dehors, dans l'obscurité de l'espace, le destroyer Crit commença à s'éloigner de la station, se positionnant pour l'engagement. Les moteurs du Persévérance s'animèrent, et l'imposant vaisseau métallique suivit, se déplaçant, avec une grâce surprenante, malgré son apparence. Sur les deux passerelles, les commandants vérifiaient leur système, donnaient des ordres et se préparaient au combat, mais un seul d'entre eux souriait. La commandante Sarah Chen se tenait au centre du pont du Persévérance, les mains posées sur la table d'affichage tactique. Autour d'elle, son équipage travaillait avec une efficacité silencieuse, le visage calme et concentré. Il s'était entraîné pour ce moment, mais pas de la manière attendue. « Lieutenant Park, ouvrez un canal, diffusion à large spectre. Je veux que tous les vaisseaux à portée de détection entendent ceci, y compris la station. »« Oui, madame, canal ouvert. » Chen prit une inspiration puis commença à parler. Sa voix était calme, presque familière, mais elle était si grave qu'elle capta l'attention de tous ceux qui l'entendaient. Ici le commandant Sarah Chen, du vaisseau de guerre de la Confédération humaine, le Persévérance. Je diffuse sur toutes les fréquences.
afin d'éviter tout malentendu quant à la suite des événements. À bord du destroyer Cray, le commandant Talvek vérifia l'état de ses armes. Tous les systèmes étaient opérationnels. Ses boucliers s'éteignent à pleine puissance. Son équipage était prêt. Il écouta la transmission de l'humain avec une curiosité modérée, s'attendant peut-être à une déclaration officielle, voire à une reddition. Ce qu'il a obtenu était tout autre. « Nous sommes venus ici en paix », poursuivit Chen. « Nous sommes venus pour parler, apprendre, offrir notre amitié aux espèces de cette galaxie. C'était notre intention, c'est toujours notre intention. Mais nous avons été la cible de moqueries dès notre arrivée. Notre technologie a été qualifiée de primitive. Nos compétences ont été remises en question. Notre droit même d'être ici a été contesté. La voix de Chen ne s'est jamais élevée, n'a jamais trahi de colère. Elle est restée calme, presque douce. D'une certaine manière, cela la rendait plus effrayante. Alors, permettez-moi d'être très clair sur ce que vous voyez. Lorsque vous regardez le Persévérance, vous voyez une technologie ancienne. Vous voyez des conceptions rudimentaires. Vous voyez ce que vous considérez comme de la faiblesse. Vous vous trompez. Sur le pont d'observation de la station Convergence, les délégués réunis observaient les deux vaisseaux face à face. Certains semblaient enthousiastes, anticipant un spectacle. D'autres paraissaient inquiets. L'ambassadeur Williams restait immobile, les yeux rivés sur son vaisseau, se demandant ce que Chen allait faire. « Vos vaisseaux sont magnifiques », dit Chen. « C'est vrai. Des courbes élégantes, des boucliers sophistiqués, des armes qui convertissent l'énergie avec une efficacité parfaite. Ils ont été conçus par des espèces qui ont connu la paix pendant des millénaires. Ils ont été construits par des civilisations qui avaient oublié à quoi ressemble une véritable guerre. » Le lieutenant Park jeta un coup d'œil à son commandant. Elle croisa son regard et hocha légèrement la tête. Il appuya sur un bouton et les données commencèrent à affluer du Persévérance vers tous les vaisseaux à portée. Notre vaisseau n'est pas un chef-d'œuvre. Il n'a pas été conçu par des gens qui avaient oublié la guerre. Ça a été conçu par des gens qui se souvenaient de chaque leçon tirée de 10 000 ans d'affrontement. Chaque système est redondant. Chaque arme a été testée au combat, et non en simulation. Chaque membre de mon équipage est entraîné à des scénarios que vous n'avez jamais envisagés depuis la rédaction de l'histoire de votre espèce. Les données qui ont submergé les capteurs extraterrestres étaient simples, mais dévastatrices. Elles révélaient des solutions de ciblage. Chaque vaisseau à portée avait été suivi dès l'arrivée du Persévérance. Chaque point faible avait été identifié. Générateurs de boucliers, noyaux énergétiques, centres de commandement, systèmes d'armement. Le vaisseau humain les avait tous répertoriés avec une précision troublante. « Vous vous moquez de nos armes cinétiques, » dit Chen. « Vous les qualifiez de primitives. Savez-vous pourquoi nous les utilisons? Parce qu'elles sont efficaces. Vos boucliers sont conçus pour disperser l'énergie. Ils sont très efficaces, mais ils n'ont jamais été conçus pour arrêter de la matière solide, se déplaçant à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Une tige de tungstène est insensible à votre champ énergétique. Elle ne ralentit pas, elle ne se disperse pas, elle le traverse, tout simplement. » Sur le destroyer Krit, l'officier tactique de Talc s'adressa à nous d'une voix urgente. « Commandant, ils nous ont pris pour cible. Plusieurs solutions. Ils surveillent notre noyau énergétique, nos générateurs de boucliers et même nos ports d'armement individuels. »« C'est impossible », a déclaré Valvek. « Nos boucliers devraient empêcher des analyses aussi détaillées. »« Ils ne scrutent pas nos boucliers, monsieur. Ils utilisent des capteurs passifs, surveillent que nos signatures énergétiques et analysent nos mouvements. Ils ont élaboré une maquette de l'agencement interne de notre vaisseau à partir de données observables. Vous considérez les 3 systèmes de secours comme une mesure de redondance, a poursuivi Chen. Nous les considérons comme le strict minimum. Vous voyez le blindage comme un poids à minimiser. Nous le voyons comme la différence entre rentrer chez soi et mourir dans l'espace. On conçoit les vaisseaux pour éviter les dommages.
Nous concevons des navires capables de survivre à de telles situations. Chen fit le tour de la table tactique, ses doigts parcourant les écrans. Mon équipage ne s'entraîne pas pour des conditions idéales. Il s'entraîne pour les catastrophes. Il pratique le combat avec la moitié de nos systèmes hors service. Des brèches béantes, des incendies et des défaillances des systèmes de survie. Il sait comment continuer à se battre même quand tout a mal tourné. Car pendant la majeure partie de l'histoire humaine, c'était le seul type de combat que nous pratiquions. L'ambassadrice Vexel observait les données défiler sur ses écrans, ses yeux composés traitant l'information plus rapidement que la plupart des espèces. Ce qu'elle voyait la troublait. Le vaisseau humain avait identifié des failles dans le destroyer Cray, dont même les Crimes eux-mêmes ignoraient probablement l'existence. Point faible dans la géométrie du blindage, variation dans la distribution de l'énergie, zone d'ombre dans la couverture des capteurs. Vous avez demandé une démonstration, a dit Chen. Vous vouliez voir si l'humanité pouvait fonctionner à votre niveau. Mais vous devez d'abord comprendre une chose. Nous ne combattons pas à votre niveau. Nous combattons à notre niveau. Et notre niveau s'est forgé dans une guerre dont vous aviez oublié l'existence. Sa voix restait calme. Mais il y avait désormais quelque chose en dessous. Ni colère, ni agressivité. Quelque chose de plus froid, de plus patient. Je ne veux pas me battre contre vous. Vraiment pas. Car si je le fais, même avec des armes non létales, je vous montrerai des choses que vous ne voulez pas voir. Je vais vous démontrer des capacités qui vous feront reconsidérer toutes vos idées reçues sur la guerre. Et je vais le faire de manière à ce qu'il soit parfaitement clair que si le destroyer rentre au port intact, c'est uniquement grâce à ma permission. Un silence pesant s'installa sur les canaux de communication de la station de convergence. Plus personne ne riait. Ils observaient les deux vaisseaux et nombre d'entre eux effectuaient les mêmes calculs que leurs ordinateurs. Le vaisseau humain était plus petit, c'était plus lent, cela paraissait plus faible à tout point de vue. Mais les données de ciblage ne mentaient pas. Le Persévérance se préparait discrètement à affronter tous les vaisseaux du système depuis son arrivée. Non pas de manière agressive, non pas menaçante, juste prêt, toujours prêt. Vous voulez savoir ce qui rend l'humanité dangereuse? Demanda Chen. Ce ne sont pas nos armes, ce ne sont pas nos navires, c'est que nous ne cessons jamais de penser à la survie. Chaque enfant apprend la guerre. Nous leur enseignons nos erreurs, le prix que nous avons payé, les leçons que nous en avons tirées. Nous nous souvenons de notre histoire, car l'oublier serait déshonorer tous ceux qui sont morts pour nous l'enseigner. Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Alors, voici ce qui va se passer. Le commandant Talv va désactiver ses armes. Il va retourner à la station et nous retournerons dans la salle du conseil pour terminer notre présentation diplomatique, car c'est pour cela que nous sommes venus. Et si nous refusons? La voix de Talc, tendue par une colère contenue, résonna dans le canal. Chen répondit d'un ton calme. Je vais alors vous montrer, concrètement, à quoi ressemblent 10 000 ans de guerre raffinée, pratiquée par un peuple qui a aussi appris la miséricorde. Vous survivrez. Votre équipage survivra. Votre vaisseau sera récupérable. Mais vous passerez le reste de votre vie à savoir que si vous avez survécu, c'est uniquement parce que l'humanité a choisi la paix. Le silence qui suivit fut absolu. Dans la salle du conseil, le doyen Zéphron flottait immobile, les yeux grands ouverts. Il avait vécu plus de 800 ans. Il avait vu l'ascension et la chute des civilisations. Et à cet instant, en écoutant la voix calme du commandant humain, il comprit quelque chose qui le terrifiait. L'humanité n'avait pas oublié la guerre. Elle l'avait perfectionnée. Et puis, d'une manière ou d'une autre, elle avait choisi de rechercher la paix. Cela les rendait plus dangereux que n'importe quelle espèce de la galaxie. Pendant 10 secondes, rien ne se produisit. Les deux vaisseaux restèrent suspendus dans l'espace, face à face comme d'anciens guerriers, attendant le premier mouvement. Sur la station Convergence, des centaines d'extraterrestres scrutaient leurs écrans, retenant leur souffle selon les coutumes propres à leur espèce. Le commandant Talvek prit alors sa décision. L'humanité croit pouvoir menacer l'Empire Cray. Sa voix crépita sur le canal ouvert, forte et provocatrice.
Nous avons conquis une centaine de mondes. Nous avons mené des guerres qui ont duré des siècles. Nous ne nous laisserons pas intimider par des primitifs qui viennent tout juste d'apprendre à quitter leur planète. Ces armes s'armèrent, leur système de ciblage se verrouillant sur le Persévérance. Les relevés d'énergie s'affolèrent sur tous les capteurs à portée. Feu. Des jets d'énergie concentrée jaillirent du vide, visant avec précision le réacteur du vaisseau humain, ses moteurs, son poste de commandement. Les armes du destroyer Kree pouvaient percer des astéroïdes, pulvériser de petites lunes, transformer les vaisseaux ennemis en nuages de plasma en expansion. À bord du Persévérance, le commandant Chen ne scia même pas. « Défense ponctuelle », dit-elle calmement. « Exécutez le schéma Delta 7. » Le vaisseau humain sembla exploser vers l'extérieur, mais ce n'était pas une explosion. Des dizaines de petits projectiles furent lancés depuis des ports dissimulés, se dispersant dans l'espace entre les deux vaisseaux. Ce n'étaient pas des armes. C'étaient des paillettes, des particules ablatives, de minuscules barrières sacrificielles, conçues précisément à cet effet. Les faisceaux d'énergie des Kralites heurtèrent le nuage de paillettes et se dispersèrent. Une partie de l'énergie a pénétré, mais elle s'est diffusée, affaiblie, répartie sur la coque blindée du Persévérance, au lieu d'être concentrée sur les systèmes vitaux. Les détecteurs de radiation ont émis des alarmes, mais la coque a tenu bon. Les systèmes de secours se sont activés automatiquement, redirigeant l'énergie et compensant les dégâts mineurs. Brèche dans la coque, section 3 du pont 7. Le lieutenant Park a signalé que la situation était automatiquement bouclée. Aucun blessé. Accusée de réception, Chen a déclaré qu'elle n'avait pas bougé de son poste à la table tactique. Poste de pilotage maintenu. Armement. Préparez le canon électromagnétique numéro 1. Tir unique. Ciblez votre armement principal. Solution de tir. Écho 3. Madame, c'est un tir de précision à très longue portée, a déclaré l'officier d'armement. Je sais ce que c'est, lieutenant. Vous y arriverez? L'officier d'armement sourit. Oui, madame. Alors, feu quand vous serez prêt. Le canon électromagnétique du Persévérance n'avait rien d'impressionnant vu de l'extérieur. C'était un long tube qui s'étendait depuis l'arête dorsale du vaisseau, marqué par l'usage. Pas d'énergie incandescente, pas de séquence de chargement spectaculaire. Juste un simple accélérateur électromagnétique perfectionné au fil des siècles. La tige de tungstène était petite, à peine plus grosse qu'un poing, mais elle a quitté le canon électromagnétique à 4% de la vitesse de la lumière. Les boucliers kralitiques ne l'ont pas détecté. Les boucliers énergétiques sont conçus pour dévier et absorber l'énergie. Ils y excellent, capables de résister à des tirs soutenus provenant de plusieurs vaisseaux. Mais ces boucliers n'ont pas été conçus pour des projectiles solides se déplaçant à des vitesses relativistes. La physique est différente. Les calculs énergétiques ne s'appliquent pas de la même manière. La tige a traversé le bouclier comme s'il n'existait pas. Elle a percuté le système d'armement principal du destroyer Kree avec une force calculée au millimètre près, insuffisante pour pénétrer la coque, mais largement suffisante pour sectionner les connexions, briser les composants les plus fragiles et rendre le système entier inutilisable. Le vaisseau de Talvek a tremblé. Les alarmes ont retenti. Son officier d'armement fixa sa console, incrédule. Arme principale hors service. Les humains ont tiré à travers nos boucliers. Feu des armes secondaires. Le destroyer rugit. Chen observa la manœuvre du destroyer, déployant ses systèmes de secours. Lance-missile, déploiement du paquet Alpha. Détonation à 3 km. Oui, madame. Le Persévérance lança une salve de missiles. Comparées aux armes guidées et élégantes utilisées par les autres espèces, ces machines étaient massives et d'apparence rudimentaire. Les systèmes de défense du destroyer Kree les repéfièrent aisément, prêts à les abattre. Les missiles ne parvinrent jamais à s'approcher suffisamment. À 3 km précisément, ils explosèrent. Mais il ne s'agissait pas de simples explosifs. Il s'agissait de lasers à rayons X à propulsion nucléaire, une technologie que la plupart des espèces avaient abandonnée, la jugeant trop rudimentaire, trop énergivore et trop dangereuse. Pendant une seconde précise, chaque missile se transformait en étoile.
La détonation nucléaire pompait l'énergie à travers des barres cristallines, convertissant la force explosive en faisceaux de rayons X cohérents, qui se diffusaient dans toutes les directions. Les boucliers du destroyer Kralit s'illuminèrent d'un blanc éclatant, saturé, peinant à dissiper l'énergie provenant de plusieurs directions simultanément. Ils tinrent bon, mais de justesse. Durant cette brève surcharge, le destroyer était comme aveugle. Ses capteurs ne pouvaient percer le flux de radiation. Ses boucliers, pleinement engagés, restaient intacts de justesse. Chen tapota son écran tactique. Suite ECM active sur tout le spectre. Durée 7 secondes. 7 secondes demanda Park. Madame, à peine 7 secondes, répéta Chen. Exécution. Les contre-mesures électroniques du Persévérance s'activèrent pendant moins d'1 seconde. Tous les capteurs de la station Convergence s'éteignirent. Tous les vaisseaux à portée perdirent leur suivi. L'espace environnant fut saturé de parasites et d'interférences. Puis, tout aussi soudainement, tout est revenu à la normale. Les capteurs se sont réinitialisés. Les vaisseaux ont repris leur cible. Mais en une fraction de seconde, le Persévérance avait bougé. Pas beaucoup, juste assez. Ses armes s'étaient repositionnées. Ses systèmes de ciblage s'étaient mis à jour et tous les observateurs avaient compris le message. Durant cet instant d'aveuglement, les humains auraient pu tout faire. Ils auraient pu tirer. Ils auraient pu manœuvrer. Ils auraient pu cibler n'importe quel vaisseau à portée, y compris la station elle-même. Mais ils n'avaient rien fait d'autre que de démontrer qu'ils en étaient capables. La voix du commandant Talv Chen parvint sur le canal, toujours calme, toujours posée. Vos armes principales sont hors service. Vos boucliers se remettent d'une surcharge. Vos capteurs étaient inopérants pendant 7 secondes, une éternité au combat. J'ai 3 autres canons électromagnétiques prêts à faire feu. J'ai 16 lance-missiles supplémentaires. Et je n'ai même pas encore utilisé toutes les options. Elle marqua une pause, le temps que l'information fasse son chemin. Vous pouvez continuer à vous battre si vous le souhaitez, mais laissez-moi vous expliquer clairement ce qui va se passer. Je vais neutraliser vos armes secondaires. Je détruirai vos générateurs de boucliers un par un. Je démantèlerai votre vaisseau pièce par pièce, sans tuer un seul membre de votre équipage. Car c'est ce que mon peuple apprend à faire. Nous apprenons la précision, l'efficacité et la clémence, même en cas de victoire. Talvek fixait ses écrans, les rapports de dégâts, les analyses tactiques exécutées par ses ordinateurs. Chaque simulation aboutissait au même résultat, la défaite. Une défaite totale et certaine. « Comment ?» murmura-t-il. « Comment est-ce possible ?»« Parce que tu as oublié, » répondit doucement Chen. « Tu as oublié ce que signifie vraiment la guerre. Vous avez oublié que les boucliers peuvent lâcher, que les armes peuvent rater leur cible, que les batailles se gagnent à celui qui continue de se battre malgré tout. Nous ne l'avons jamais oublié. Nous ne pouvions pas nous le permettre. » Elle entra une commande sur sa console. « Je vous transmets vos codes de dérogation d'urgence. Votre réacteur surchauffe, probablement à cause de la surcharge du bouclier. Il vous faudra alimenter vos systèmes de refroidissement de manière auxiliaire avant que la situation ne devienne critique. La procédure est décrite dans le document que je vous envoie. Vous nous aidez. » La confusion de Falvek était palpable dans sa voix. « Bien sûr que oui, » répondit Chen. « Vous n'êtes pas mon ennemi, commandant. Vous avez simplement commis une erreur. Nous en faisons tous. Le plus difficile est de survivre assez longtemps pour en tirer des leçons. » Sur la station Convergence, les délégués réunis observèrent le vaisseau humain transmettre des données techniques au destroyer Cray endommagé. Ils virent le système d'alimentation du destroyer se stabiliser, les procédures d'urgence s'activer, et ce qui aurait pu être un désastre se transformer en une simple défaite humiliante. La peau argentée de l'ambassadrice Vexel avait viré au gris pâle, signe de choc chez son espèce. Ils ont neutralisé un destroyer militaire en moins de 2 minutes, puis ils l'ont sauvé. Le doyen Zéphron restait silencieux,
Son esprit ancestral assimilant ce dont il venait d'être témoin. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était empreinte de compréhension. « Ils ne sont pas venus ici pour faire étalage de leurs armes, dit-il doucement. Ils sont venus pour démontrer leur retenue. Ils voulaient nous faire comprendre qu'ils pouvaient nous anéantir, mais qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas l'acte de primitif, c'est l'acte d'une espèce qui a tiré des leçons de sa violence. » Face à cette persévérance, la commandante Chen esquissa un sourire. Poste de combat, alerte générale. Lieutenant Park, ouvrez un canal avec l'ambassadrice Williams. Canal ouvert, madame. Ambassadrice, la démonstration est terminée. Le destroyer Krayat est hors de combat, mais intact. Aucun blessé de part et d'autre. Je crois que nous avons atteint notre objectif. Autorisation de retourner auprès du docteur. L'ambassadrice Williams, observant la scène depuis la salle du conseil, avec un mélange de soulagement et de fierté, acquiesça. Autorisation accordée, commandant. Bravo. Je ne fais que mon travail, monsieur, dit Chen. Je ne fais que mon travail. Le silence régnait dans la salle du conseil lorsque l'ambassadeur Williams se leva pour s'adresser aux délégués réunis. L'immense salle, emplie de rires et de condescendance quelques heures, que auparavant, semblait désormais un tombeau. Des centaines de regards, simples et complexes, naturels et artificiels, observaient l'homme, leurs expressions allant du choc à la peur, jusqu'à un respect naissant. Le doyen Zéphron flottait au centre de la salle, sa silhouette antique paraissant étrangement plus petite qu'auparavant. Lorsqu'il prit la parole, sa voix n'avait plus rien de son autorité d'antan. Elle semblait lasse, presque triste. Le Conseil doit délibérer sur ce dont nous avons été témoins, ambassadeur Williams, si vous nous excusez un instant. Bien sûr, répondit le doyen Williams en s'inclinant légèrement. Il quitta la salle avec son escorte, laissant les délégués à leur délibération. Dès que les portes se refermèrent, ce fut le chaos. Des voix dans des dizaines de langues, traduites par des interprètes, se mêlaient en une cacophonie de peur et de confusion. Leurs tirs traversaient les boucliers. La précision du ciblage était impossible. Avez-vous vu la panne des capteurs? Ils auraient pu tout détruire. Ces armes, c'étaient des engins nucléaires. Ils ont procédé à des explosions nucléaires lors d'une démonstration. L'ambassadeur Talrek, immobile sur son estrade, les avant-bras ballants, venait d'assister à la destruction de son meilleur destroyer, commandé par l'un de ses meilleurs officiers, en moins de 2 minutes. Son orgueil, ses certitudes, toute sa vision du monde avaient été anéantis, tout comme les systèmes d'armement CRIT. J'ai analysé les données de combat à 3 reprises, déclara un délégué de la Confédération Yichtstar, son corps cristallin vacillant d'une lueur agitée. Le vaisseau humain a suivi chaque appareil apporté dès son arrivée. Ils avaient des plans de tir pour nous tous, pas seulement pour le destroyer Cray, pour nous tous. Ils étaient pressés à affronter toute la station, dit Vexel d'une voix calme. Sa peau argentée avait retrouvé sa couleur normale, mais sa voix tremblait légèrement. Dès leur arrivée, ils s'étaient préparés à l'éventualité que tout se retourne contre eux. Ils s'attendaient à être trahis. Peut-on leur en vouloir? Demanda un autre délégué, un être mammifère venu des confins de la station. Nous nous sommes moqués d'eux. Nous avons remis en question leurs valeurs. Nous les avons provoqués en duel. Et pourtant, ils ont fait preuve de retenue. Ils ont neutralisé plutôt que détruit. Ils ont aidé à réparer les dégâts qu'ils avaient causés. Le frère Zéphron leva la main, et peu à peu, le chaos s'apaisa. Ses 800 ans de vie lui avaient appris la patience, et sa voix, lorsqu'il parlait, imposait le respect par la seule force de son expérience. Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui n'était pas une démonstration de violence, dit-il lentement. C'était une démonstration de maîtrise. Les humains auraient pu détruire le Destroyer Kraith. Ils auraient pu tuer tous ses occupants. Ils ont choisi de ne pas le faire. C'est ce choix, mes amis, que nous devons prendre en compte. Ils sont trop dangereux, dit soudain Talch, la voix rauque d'émotion. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Leur technologie contourne nos défenses.
Leurs tactiques sont conçues pour une guerre totale. Comment leur faire confiance? Comment ne pas leur faire confiance? Rétorqua Vexel. Ils nous tenaient à leur merci, et ils ont choisi la clémence. Quelle meilleure preuve de fiabilité pourrait-on espérer? Le débat fit rage pendant des heures. Des experts techniques présentèrent des analyses des armes humaines, des solutions de ciblage et de la doctrine tactique. Les conseillers militaires expliquèrent les implications des armes cinétiques capables de percer les boucliers énergétiques, des systèmes de contre-mesures électroniques pouvant aveugler des flottes entières, des équipages entraînés à combattre malgré des dégâts qui affecteraient n'importe quel autre vaisseau. Mais c'est finalement l'ancien Zéphron qui apporta un éclairage nouveau à la discussion. Longtemps silencieux, il flottait dans son champ de confinement. Son esprit ancestral passant en revue les souvenirs d'autres espèces, d'autres conflits, d'autres premiers contacts, heureux ou malheureux. « J'ai étudié l'histoire de l'humanité » dit-il enfin. « La plupart d'entre vous ne l'ont pas fait, car vous avez supposé qu'ils ne méritaient pas d'être étudiés. Mais je suis âgé, et j'ai appris à ne jamais rejeter quiconque sans l'avoir d'abord compris. » Il projeta des images au centre de la salle. Des images de la Terre, de villes humaines, de monuments et de mémoriaux. L'humanité est unique dans cette galaxie. Elle est peut-être unique dans l'univers. Sais-tu pourquoi? Le silence accueillit sa question. Parce qu'ils ont développé le voyage supraluminique avant d'instaurer la paix mondiale. Toutes les autres espèces ont d'abord atteint l'harmonie, puis se sont tournées vers les étoiles. L'humanité, elle, s'est tournée vers les étoiles tout en étant en guerre contre elle-même. Elle a transposé ses conflits dans l'espace. Ils ont intégré des armes à leur toute première station orbitale. Ils ont militarisé leur lune avant même d'y avoir posé le pied. « Cela prouve qu'ils sont dangereux, » dit Thaler. « Non, » répondit Zéphron. « Cela prouve qu'ils sont des survivants. Ils viennent d'un monde hostile et impitoyable. Ils ont évolué en chasseurs acharnés, des créatures qui traquaient leur proie pendant des jours, jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement. Ils ont développé des outils non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient faibles. Ils ont formé des groupes sociaux complexes, non pas parce qu'ils étaient naturellement coopératifs, mais parce que la coopération était leur seule chance de survie. Il marqua une pause, laissant défiler les images pour illustrer l'histoire humaine, les guerres, les conflits, les armes d'une puissance terrifiante, mais aussi l'art, la musique, la littérature, les actes de bonté et de sacrifice, les avancées scientifiques et la beauté de la culture. Pendant 10 000 ans, ils se sont affrontés. Ils ont développé des armes capables de détruire leur planète entière à maintes reprises. Ils ont frôlé l'extinction plus d'une fois. Et pourtant, ils ont survécu. Ils ont appris. Ils n'ont pas oublié leur nature violente, mais ils ont bâti quelque chose de meilleur par-dessus. Ils ont choisi la paix non par faiblesse, mais parce qu'ils comprenaient le prix exact de la guerre. Les images ont de nouveau changé, montrant la persévérance, la coque marquée par les épreuves, la conception fonctionnelle, les armes d'apparence primitive, mais d'une efficacité redoutable. Lorsqu'ils atteignirent enfin les étoiles, ils ne vinrent pas en conquérant. Ils vinrent avec prudence, important soigneusement leurs armes, car leur histoire leur avait appris à toujours être prêts, mais tendant la main en signe de paix, car leur histoire leur avait aussi enseigné la valeur de la coopération. La voix de Zéphron se fit plus forte. Ils sont la seule espèce de cette galaxie à connaître intimement la guerre et à avoir malgré tout choisi la paix. Non pas par incapacité à se battre, ni par manque de puissance conquérante, mais parce qu'ils comprenaient véritablement le prix de la violence. Il parcourut du regard la salle, observant les délégués réunis. Cela fait d'eux l'allié le plus précieux que nous puissions avoir, car ils défendront la paix non comme un idéal, mais comme un combat difficile à mener. Ils savent ce que nous risquons de perdre, car ils l'ont déjà perdu. Un silence s'installa dans la salle, tandis que ces paroles faisaient leur chemin. Finalement,
L'ambassadeur Vexil prit la parole. Vous dites que nous devrions les accepter. Je dis que nous devrions les supplier de nous rejoindre, répondit Zéphron. Car tôt ou tard, la paix dont nous avons joui pendant 1000 ans sera menacée. Et lorsque ce jour viendra, je préférerai que l'humanité soit à nos côtés plutôt que face à nous. Le vote, lorsqu'il eut lieu, fut unanime, non pas parce que tous partageaient l'avis de Zéphiron, mais parce que personne ne voulait faire de l'humanité un ennemi. La peur a joué un rôle, certes, mais le respect et une compréhension grandissante de ce que représente l'humanité l'ont également été. L'ambassadeur Williams est retourné dans la salle, accompagné du commandant Chen. La commandante, d'apparence humaine, semblait mal à l'aise dans ce cadre formel, plus à son aise sur sa passerelle que dans les conseils diplomatiques, mais elle se tenait droite et fière dans son uniforme. La demande d'adhésion de l'humanité est acceptée, annonça Zéphron. De plus, le Conseil souhaite formuler une requête. Nous aimerions que l'humanité partage ses doctrines défensives, ses procédures de gestion des dommages et son entraînement tactique. Nous avons vécu en paix si longtemps que nous avons oublié comment survivre à la guerre. Vous vous souvenez? Nous avons besoin d'apprendre de vous. Williams échangea un regard avec Chen. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ils étaient venus prêts à se battre pour être reconnus, pas à ce qu'on leur demande d'enseigner. Nous acceptons, dit William avec précaution. Mais comprenez bien, nous ne voulons pas militariser la galaxie. Nous sommes venus chercher la paix, pas le conflit. Nous savons, répondit Zéphron, et c'est précisément pour cela que nous voulons apprendre de vous. Parce que vous savez faire la différence entre se préparer à la guerre et la rechercher. Vous savez être fort sans être agressif. Vous savez faire preuve de clémence sans montrer de faiblesse. Chen fit un léger pas en avant. Si vous me permettez, ancien commandant, il y a quelque chose que je tiens à ce que vous compreniez tous. Le Persévérance n'est pas notre vaisseau le plus avancé. Ce n'est ni le plus puissant, ni le plus rapide, ni le plus performant. C'est une escorte diplomatique conçue pour être suffisamment impressionnante pour être prise au sérieux, mais pas au point de susciter l'inquiétude. Nous l'avons amené par souci de tenir compte de vos préoccupations. Les conséquences de ces paroles se propagèrent dans la salle, comme une pierre jetée dans l'eau calme. Si c'était leur navire diplomatique, à quoi ressemblait leur véritable navire de guerre? Chen poursuivit d'une voix douce mais ferme. Nous avons des navires conçus pour le combat qui feraient passer le Persévérance pour un jouet. Nous possédons des armes que nous n'avons pas emportées pour ne pas effrayer qui que ce soit. Nos doctrines tactiques prévoient des combats face à un ennemi largement supérieur en nombre, mais nos règles d'engagement privilégient également la protection des vies civiles, même celles de l'ennemi. Nous disposons de navires hôpitaux prêts à soigner toute personne dans le besoin, sans distinction de camp. Nous perpétuons des traditions d'honneur et de miséricorde millénaires. Elle parcourut la salle du regard, croisant celui du plus grand nombre de délégués possible. Vous avez demandé ce que l'humanité apporte à la collectivité. Nous apportons le souvenir de la guerre et le désir de paix. Nous apportons le savoir-faire nécessaire pour combattre et la sagesse pour l'éviter. Nous apportons force et retenue à parts égales. Nous ne voulons pas être vos soldats. Nous voulons être vos amis. Mais si jamais vous avez besoin de soldats, si la paix que vous avez bâtie est menacée, nous serons à vos côtés, car nous savons ce que vous perdrez si nous ne le faisons pas. Le silence régnait dans l'assemblée lorsqu'elle eut terminé. Puis, lentement, les délégués commencèrent à se lever, ceux dont la Constitution le leur permettait. Les autres levèrent dans les bras, dans le geste de respect propre à leur espèce. Ce n'étaient pas des applaudissements. C'était quelque chose de plus profond. C'était la reconnaissance. L'humanité était arrivée à la station Convergence en suppliante, implorant d'être acceptée. Elle en est repartie en égale, respectée, non pas malgré son histoire violente, mais grâce à ce qu'elle en avait fait. Alors que le navire s'apprêtait à appareiller, le commandant Chen, debout sur la passerelle, observait les autres bâtiments. Nombre d'entre eux se repositionnaient pour former une garde d'honneur, l'escorte traditionnelle des nouveaux membres du collectif.
Ça s'est mieux passé que prévu, murmura le lieutenant Park. Dick sourit. Nous sommes venus pour nous faire des amis, Park. Et parfois, le meilleur moyen d'y parvenir est de s'assurer que chacun comprenne que l'on préfère être ami qu'ennemi. Bon, Bossetto, était-ce judicieux de leur en dévoiler autant? Probablement pas, admit Chen. Mais c'était honnête. Et à long terme, l'honnêteté forge de meilleures relations que le mensonge. Tandis que le Persévérance s'éloignait de la station Convergence, entouré de vaisseaux qu'il avait raillés quelques heures auparavant, et qui, à présent, lui rendaient hommage, Chen songea à l'avenir. L'humanité avait franchi une première étape concrète au sein de la communauté galactique. Des défis les attendaient, des malentendus, des conflits culturels et d'intérêts. Mais ils les affronteraient ensemble désormais, non plus comme des primitifs et des protecteurs, mais comme des égaux. Et si jamais venait le jour où le long règne de la galaxie prendrait fin, l'humanité serait là, se souvenant pour tous de ce que signifiait la guerre et pourquoi la paix valait tous les sacrifices. Les étoiles s'étendaient eux devant eux, et l'humanité voguait vers son avenir, armes à la main et mains tendues en signe d'amitié, préparée à l'un comme à l'autre et n'espérant qu'à un seul.